Bienvenue dans Ça fait l'actualité, votre rendez-vous d'analyse des grands sujets qui interrogent notre société. Et dans la continuité de la Journée internationale des droits de la femme, nous parlons aujourd'hui d'accès à la terre en Côte d'Ivoire. On le sait, l'agriculture repose en grande partie sur le travail des femmes. Pourtant, lorsqu'il s'agit de posséder une terre, elle reste encore largement minoritaire selon certaines données. Et malgré les lois qui reconnaissent l'égalité entre les citoyens, très peu de femmes détiennent des titres fonciers. Entre cadre juridique, tradition et réalité sociale, l'accès à la terre continue d'être un véritable parcours du combattant pour beaucoup d'entre elles. Alors, pourquoi cet écart entre la loi et la réalité du terrain? C'est la question que nous allons décrypter ensemble avec notre invité puisque ça fait l'actualité. Femmes et fonciers, pourquoi l'accès à la terre reste-t-il un combat malgré la loi? La législation ivoirienne prévoit un cadre pour sécuriser les terres. Mais sur le terrain, les femmes continuent de faire face à de nombreux obstacles. Et pour mieux comprendre les enjeux, je vous propose de suivre ce reportage d'Ève Boué. En Côte d'Ivoire, l'accès à la terre est encadré par la loi numéro 98-750 du 23 décembre 1998 relative au domaine foncier rural. Modifiée en 2004, 2013 et 2019, cette loi organise la gestion et la propriété des terres rurales. Elle prévoit que seules les personnes de nationalité ivoirienne peuvent être propriétaires des terres rurales. Selon l'article 1er de cette loi-là, la femme a droit à la terre. Et cette loi ne fait pas de distinction entre l'homme et la femme quant à l'accès à la terre. Dans le cas où une femme est confrontée à un conflit de succession, force reste toujours à la loi. Sur la succession, notamment la loi de 2019-573 du 26 juin 2019 relatif aux successions, permet à la femme d'exercer ses droits en justice pour avoir sa part d'héritage. Les femmes ont donc légalement les mêmes droits que les hommes pour accéder à la terre. Mais bien souvent, dans la pratique, plusieurs obstacles empêchent les femmes à avoir accès à la terre. Le premier facteur qu'on peut énumérer, ce sont les facteurs socioculturels. Aujourd'hui, la tradition ne permet pas à la femme d'être propriétaire de terre. Et outre cette tradition-là, nous avons les difficultés économiques. Parce que la femme a un pouvoir économique relativement faible et les documents, notamment le coût du certificat foncier, le coût de l'immatriculation, ne permet pas à la femme de vraiment suivre les procédures pour être propriétaire de terre. Malgré un cadre juridique qui garantit l'égalité, l'accès à la terre reste pour beaucoup de femmes ivoiriennes un combat quotidien. Comment garantir les droits pour la femme à avoir accès à la terre? Quels sont les instruments dont dispose-t-elle en plus de la loi? Quel accompagnement de l'État pour renforcer ces dispositions? Et voilà autant de questions que pose Ève Boué, nous aussi sur ce plateau, et qui décrit la situation des inégalités dans l'accès à la terre en Côte d'Ivoire. Et avec moi, pour comprendre ce sujet, Ghislain Koulibaly, sociologue expert en genre. Bonsoir, bienvenue à vous. Bonsoir, Matt. Alors, vous travaillez depuis plusieurs années sur la question de genre et aussi relativement à la question liée à l'accès des femmes à la terre. Alors, pour comprendre déjà, quand on parle d'accès à la terre, on fait allusion à quoi? Alors, avant de donner une réponse directe à votre question, il faut savoir que la question de l'accès des femmes à la terre a un enjeu majeur au niveau des droits humains, parce que c'est une question d'équité, de justice sociale. Au niveau du développement économique et social, c'est un enjeu également important. Au niveau même de la sécurité alimentaire, c'est aussi un enjeu très, très important. Et enfin, c'est aussi un enjeu qui touche les questions de paix, donc de stabilité sociale. Ceci dit, le constat que nous faisons, c'est que les femmes sont majoritairement entre 60 et 70% une main-d'œuvre.
quand on parle de foncier. Donc 60 à 70%. Mais le contraste ou le paradoxe, c'est qu'elles sont minoritaires dans l'accès à la propriété légale. Voici véritablement la grosse problématique qui est posée. Et pour répondre à votre question par rapport à l'accès à la terre, parle d'accès à la mais terre, de façon simpliste, l'accès à la terre, c'est la capacité qu'a un individu ou un groupe d'individus de disposer d'une parcelle de terre, soit pour l'utiliser, pour cultiver, pour l'exploiter ou pour en tirer des bénéfices de façon temporaire ou de façon permanente. Mais si je fais une lecture sociologique, l'accès à la terre, en réalité, renvoie à des rapports de pouvoir. Donc ce sont des rapports sociaux qui s'inscrivent dans des logiques de pouvoir déséquilibrées entre les individus, entre les acteurs sociaux. Et donc cette caractéristique-là, elle est très très importante. Et on peut avoir accès à la terre par héritage. On peut avoir accès à la terre par attribution familiale ou communautaire. On peut avoir accès à la terre par achat ou par location, vous le constatez un peu partout. On peut avoir accès aussi par le processus de sécurisation juridique. Donc ça peut être avec les certificats fonciers. Si on pousse plus loin, on peut avoir les titres fonciers. On peut avoir une attestation même au niveau villageois, etc. Et donc c'est plusieurs modes d'accession à cette ressource foncière qu'on appelle la terre. Alors généralement, quand on pose la problématique d'accessibilité des femmes à la terre, il y a certaines personnes qui estiment que la femme a accès à la terre, mais pas de façon directe. C'est-à-dire qu'elle a accès à la terre de façon indirecte, soit par l'héritage familial en passant par ses enfants. Donc, que répondez-vous à cela ? Alors, je viens de vous dire tantôt dans mon développement que les femmes constituent une main-d'œuvre abondante, importante. 60 à 70% selon les statistiques que nous avons. Mais paradoxalement, elles sont largement minoritaires dans la propriété légale. Donc, il y a un décalage. Il y a un décalage entre le droit formel et les pratiques coutumières, pratiques sociales ou les normes sociales que nous observons. Nous avons travaillé dans le cadre du projet d'appui à l'accès des femmes à la propriété foncière, un projet important qui visait également la réduction des inégalités et des discriminations. Nous avons travaillé dans le nord de la Côte d'Ivoire, je vais dire dans le Tchologo, le Poro, le Béré, et à l'ouest dans le Tonkpi, le Guémon, le Cavali. Donc c'était 30 villages au total. Et ce que nous avons constaté, c'est qu'en Côte d'Ivoire, qu'on soit dans le système patrilinéaire ou le système matrilinéaire, la gouvernance foncière est aux mains des hommes. Les femmes n'ont pas un accès en quantité à la terre, elles n'ont pas un accès en qualité à la terre et elles n'ont pas la capacité de transmissibilité. Alors que la loi est très claire. Justement, je vous pose la question, qu'est-ce que la loi dit concrètement, la loi sur le foncier? Alors, la loi ivoirienne sur le foncier est très claire. Je peux mobiliser la loi de 98 sur le foncier rural, donc 98-750 du 23 décembre. Et cette loi a un principe qui est précis et clair. C'est que la propriété foncière est non discriminatoire. De façon simple, ça veut dire que les hommes et les femmes peuvent avoir un accès à la propriété foncière. Par quels moyens? Ce qu'on doit comprendre, c'est que la loi ne discrimine personne. Donc le principe, le postulat de base, il est là. Et si je vais au-delà, je peux vous dire qu'aujourd'hui, si un individu, donc ivoirien, arrive à prouver ses droits fonciers sur une parcelle, il peut jouir justement de ses droits à travers un certificat foncier, ensuite un titre foncier définitif. Mais si je vais plus loin, la Constitution ivoirienne, c'est le principe de l'égalité hommes et femmes. Et ce principe dans la Constitution
n'est pas également discriminatoire. Je vais encore plus loin. Si vous prenez les réformes de 2019, je vais prendre 2 lois majeures. C'est la loi sur le mariage. La loi sur le mariage est une évolution. La loi de 2013, c'est une évolution puisque en 64, l'homme était le chef de famille. Mais avec la loi de 2013 qui a été modifiée par la suite, on ne parle plus d'homme chef de famille, mais on parle du principe de la cogestion. Donc, ça permet de protéger les droits fonciers ici de la femme. Et enfin, la loi sur la succession. Avant, l'héritage était complexifié pour les femmes, mais aujourd'hui, les femmes ont un accès à l'héritage avec le principe 3 quarts, 1 quart, on y reviendra. Donc aujourd'hui, le droit ivoirien est très clair, c'est le principe de l'égalité hommes et femmes, il n'y a point de discrimination. Malheureusement, cette question n'est pas seulement que juridique. Elle a une forte dimension sociologique. Pourquoi? Parce que vous constaterez que l'accès à la terre dont on parle, ou la propriété foncière dont on parle, est influencé par les normes sociales. Influencé par les normes sociales, influencé par les rapports de pouvoir, qui sont des rapports déséquilibrés, influencé par le statut matrimonial, influencé également par l'appartenance communautaire. Donc, il existe des normes sociales qui encadrent l'accessibilité à la terre, mais c'est une accessibilité à la terre qui est différenciée, qu'on soit homme ou qu'on soit femme. Et dans vos recherches, je pense que vous montrez aussi que les femmes qui travaillent souvent la terre ne sont pas forcément propriétaires terriennes, je vais dire ça. Comment expliquez-vous clairement, sociologiquement, cette situation? Je veux que vous expliquiez clairement. Alors, de façon simpliste, le gros problème que nous avons, ce sont les normes sociales. Et ces normes sociales-là vont s'appuyer sur 3 piliers. Le premier pilier, il faut que tous les Ivoiriens le sachent, nous sommes dans une société caractérisée par le système du patriarcat. Dans le système du patriarcat, le jeu de la régulation sociale se fait autour de l'homme. C'est l'homme qui est le chef de famille. Et lorsqu'on parle de terre, la terre est un patrimoine familial masculin. Voilà pourquoi, justement, ces femmes-là, très souvent, sont exclues de la gouvernance foncière. Donc, c'est le premier élément. Tout se fait autour de l'homme. La gouvernance foncière est organisée autour de l'homme. Donc, le système patriarcal influence l'accès et la propriété foncière. Deuxième élément, c'est la fonction sociale du mariage. Vous savez que le mariage joue une fonction importante. L'institution mariage confère des droits fonciers à la femme. Mais ici, vous savez qu'en majorité, ce sont des unions traditionnelles. Et donc, lorsque la femme, par l'institution mariage, a accès à un lopin de terre parce qu'elle s'est mariée du côté de son mari, ce sont des droits fonciers acquis, mais ces droits fonciers acquis restent précarisés et précaires. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir des ruptures de liens sociaux. 1, il peut y avoir un cas de divorce. 2, il peut y avoir un cas de décès. Et 3, il peut même avoir un conflit familial. Et c'est là où les femmes vont être dépossédées de leurs droits. Et ce qu'on leur propose pour la régulation sociale, c'est le lévirat. Le lévirat, c'est de demander à la femme de choisir parmi les frères, parmi les membres de la famille de son mari, quelqu'un pour qu'elle puisse continuer à jouir, je veux dire, des ressources foncières et rester auprès de ses enfants. Or, la pratique du lévirat est une violence faite aux femmes, c'est une violation flagrante des droits humains. Est-ce que dans ce cas, on peut dire que la loi ne suffit pas à garantir en fait l'accès des femmes au foncier? Parce que tel que vous l'expliquez, on le sait, nul n'est au-dessus de la loi. Et pourtant, malgré la loi, les normes sociales priment encore sur oui, mais le défi il est comportemental. Parce que vous savez que la loi existe, mais la loi doit s'inscrire également dans un processus. Parce que n'oublions pas que la loi de 98 reconnaît nos us et coutumes. Or, nos us et coutumes sont caractérisés par l'exclusion, la marginalisation des femmes
à l'accès à la propriété foncière. Oui, elles ont le droit d'usage, effectivement. Mais le problème, c'est que la terre est une question d'identité. La terre est une question de famille. Ce qui se passe, c'est que lorsque la femme se marie, dans l'esprit, on se dit qu'elle peut distraire une partie du patrimoine familial pour le compléter sur le patrimoine de son mari. Oui. Donc, on hérite de père en fils. C'est très, très important. Et les femmes ne participent pas au processus de prise de décision en matière de gouvernance foncière ou en matière de prise de décision autour de la terre. Et donc, vous conviendrez avec moi que dans la société, la femme a un statut social de cadette. La femme est une cadette sociale au même titre que les jeunes. Donc, dans la compétition, elle a un accès à la terre juste pour des besoins d'autosuffisance alimentaire, surtout lorsqu'il s'agit de terres familiales ou de terres communautaires. C'est un accès pour l'autosuffisance alimentaire. Mais ce sont les hommes qui se retrouvent justement dans les cultures de rente, dans les cultures pérennes, parce que le triple rôle montre que l'homme est dans le rôle productif. C'est lui qui est dans la création de richesses. Il a un rôle stratégique. Et dans cette division sociale du travail, la femme est plus visibilisée dans le rôle reproductif, c'est-à-dire tout ce qui est prise en charge alimentaire, voyez-vous. Et donc, elle a accès, c'est vrai, à la terre, mais nous, ce que nous disons, ce n'est pas un accès en quantité, ce n'est pas un accès en qualité, et elle n'a pas la capacité de transmissibilité. Et donc, il faut continuer à sensibiliser, informer nos chefs traditionnels, nos guides religieux. Justement, pour que le processus, on va venir aux solutions après, mais avant. Est-ce qu'on a une estimation du nombre de femmes qui détiennent des titres fonciers en Côte d'Ivoire? Alors, c'est une question très, très importante. Et je pense que l'agence foncière rurale qui est en charge la sécurisation foncière en Côte d'Ivoire détient les chiffres, je vais dire, actualisés. Mais si je me fie aux chiffres de 2021, en 2021, selon les statistiques officielles, nous avions 12% de femmes qui étaient détentrices de certificats fonciers. Voyez l'inégalité foncière déjà à ce niveau. Mais aujourd'hui, nous sommes en 2026 et grâce aux actions de l'agence foncière rurale, l'AFOR, à travers le PAMOFOR et le PRESFOR, ces chiffres ont évolué. Mais nous pensons que nous sommes à moins de 30%, parce que les chiffres que nous avons indiquent autour de 28%, mais l'AFOR pourra nous donner les chiffres exacts. À mon avis, nous sommes à moins de 30% de femmes détentrices de certificats fonciers individuels. Justement, le certificat foncier, on l'a entendu dans le reportage, qui est aussi un frein parce que, comme l'a dit l'une des personnes interrogées, les femmes sont économiquement faibles. Donc, du coup, pour avoir accès au certificat foncier, c'est un véritable problème. Oui, absolument. C'est là, au-delà des obstacles socioculturels, on a des obstacles économiques. Voyez-vous, aujourd'hui, lorsqu'on veut regarder les procédures, c'est des procédures qui sont longues et coûteuses pour avoir le certificat foncier. Ce sont des procédures qui sont coûteuses. Or, les femmes, où est-ce qu'on les retrouve? Est-ce qu'on a une idée du coût? Je ne veux pas m'hasarder, mais je peux vous dire qu'on est à plus de millions. Mais aujourd'hui, l'État a fait des efforts avec les initiatives de l'AFOR. Je pense que l'accès aux certificats fonciers sont des opérations totalement gratuites. Donc, l'État, dans le processus de sécurisation foncière, pour toutes les zones qui ont été ciblées au niveau du PAMOFOR et au niveau du PRESFOR, je pense que les populations n'ont pas à débourser. Ce sont des opérations totalement gratuites. Toutefois, lorsque ces opérations ne sont pas gratuites, elles sont coûteuses et lourdes. Et lourdes. Vous avez travaillé sur le projet à l'ouest, au nord également. Parlez-nous un peu. Qu'est-ce que vous avez observé comme obstacle et aussi impact? Alors, je pense que lorsqu'on a regardé les réalités au nord et à l'ouest, on s'est rendu compte que nous étions face à un gros défi. C'est le défi de la méconnaissance des droits des femmes. Les droits fonciers des femmes sont ignorés. Les femmes ne connaissent pas encore leurs droits. C'est vrai qu'on nous dit que nul n'est censé ignorer la loi, mais je peux vous dire que c'est un défi. Et au niveau du projet, ce que nous avons fait, nous avons d'abord conduit une étude de référence
l'analyse de l'économie politique, genre et foncier. Nous avons lancé une enquête quantitative, connaissances, attitudes et pratiques. Cela nous a permis d'identifier le défi lié à la méconnaissance des droits. Mais au-delà, nous nous sommes rendus compte que les normes sociales constituent un véritable frein. C'est pour cette raison que souvent, beaucoup sont pessimistes pour dire que est-ce que en Côte d'Ivoire, on peut améliorer l'accès des femmes à la propriété foncière. Nous leur disons oui. Il s'agit simplement d'avoir une approche. Ce que nous avons fait, c'est que pour créer l'environnement favorable, nous avons utilisé les films. Des films. Nous avons créé des espaces de dialogue pour que, justement, ces acteurs sociaux soient en confiance et puissent nous dire qu'est-ce qui contrarie l'accès durable des femmes à la terre. Et donc, pour nous, les défis restent sociologiques, les défis sont également institutionnels parce que les acteurs qui sont impliqués dans la gouvernance foncière ne prennent pas en compte l'égalité de chance. Même dans le règlement des conflits fonciers, souvent les femmes sont absentes. Et donc, si la gouvernance foncière n'est pas sensible aux gens, on ne pourra pas améliorer l'accès durable des femmes à la terre. Les obstacles sont économiques, on l'a dit tantôt, à cause de la pauvreté ou des femmes qui se retrouvent avec un pouvoir d'achat qui est faible, voyez-vous. Et nous pensons que, au-delà de cette dimension institutionnelle, économique, socio-culturel, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut absolument changer d'approche. Pour nous, il faut s'inscrire dans une approche transformatrice des normes sociales. C'est-à-dire, concrètement? L'approche transformatrice des normes sociales s'appuie sur des outils. Ce que nous avons fait, nous avons utilisé un système participatif, ce sont des méthodes participatives et interactives qui visaient à instaurer la justice de genre ou la justice entre les hommes et les femmes, d'abord dans la cellule familiale, là où on a beaucoup de déséquilibres, surtout en matière de gestion du patrimoine foncier. Donc cette approche permet d'agir sur l'individu, sur les ménages et sur la communauté. Donc on a amélioré la communication entre les couples. C'est-à-dire, vous partez dans une cour familiale et vous expliquez... Oui, nous avons plusieurs outils. Ouais. En fait, on n'utilise ici que les dessins. On utilise les dessins. Donc, la route vers la vision, c'est un exercice qui permet justement de voir quelle est la situation de base des communautés, comment est-ce qu'elles se projettent et comment organiser, planifier leurs moyens, leurs actions pour atteindre cet objectif. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations encore? Le dialogue social. Le dialogue social, pour nous, est un levier important. Parce que sans dialogue social autour du foncier, on ne pourra pas gérer les contradictions. Pour aller au protocole de gestion foncière, il faut s'asseoir, dialoguer. Et le projet d'assistance, le projet d'appui, par exemple, des femmes à la propriété foncière, j'y arrive, ce projet-là a su créer ces espaces de dialogue, a su justement redonner confiance aux chefs traditionnels, aux guides religieux qui sont les détenteurs de pouvoir. Puisque dans l'analyse situationnelle, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des acteurs qui détiennent le pouvoir. Et donc ces acteurs qui détiennent le pouvoir, si elles ne prennent pas conscience du fait que lorsqu'on marginalise, lorsqu'on exclut les femmes de la propriété foncière ou de l'accès durable à la terre, c'est une forme de violence faite aux femmes. C'est une forme de drosse, c'est-à-dire c'est un déni de ressources, d'opportunités et de services. Tant qu'elles ne prennent pas conscience de cette réalité, elles ne pourront pas corriger parce que cela a des impacts. Et au niveau juridique, est-ce que vous pensez qu'il y a quelque chose aussi à faire, peut-être améliorer la loi pour que ce soit... Mais il faut vulgariser déjà la loi. Commençons par vulgariser la loi de 98. Il faut la vulgariser parce que cette loi est encore méconnue sur le terrain. Et nous, ce que nous avions fait, nous avons travaillé avec le levier de prise en charge juridico-judiciaire. Il faut accompagner à travers les cliniques juridiques ces femmes qui demandent aujourd'hui la formalisation de leurs droits fonciers. Il faut accompagner ces femmes. Et donc,
toute la procédure est encadrée par les cliniques juridiques et nous avions travaillé avec l'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire, l'FJCI, qui a fait un travail remarquable au nord et à l'ouest et nous étions dans la phase où les premiers certificats fonciers avaient commencé à être délivrés. Et donc c'est une réalité. Gratuitement? Gratuitement, totalement gratuit. Mais, je veux dire, pour y arriver, il fallait travailler avec des partenaires professionnels en la matière. D'accord. Alors, nous sommes toujours dans les réponses qu'il faut apporter pour réduire les inégalités en termes d'accès à la propriété foncière. On a parlé au plan juridique, oui. Au plan, on va dire, familial. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres recommandations, puisque nous sommes à la fin de cette émission? Nous pensons qu'il faut mobiliser tous les acteurs de l'écosystème gouvernance foncière. Ces acteurs-là, je parle des autorités préfectorales, je parle des chefs traditionnels, je parle des guides religieux, je parle des directeurs régionaux, directeurs départementaux. Il faut que tous ces acteurs puissent intégrer la dimension de l'égalité des chances dans leur procédure. C'est très important. Si la gouvernance institutionnelle n'est pas sensible à ces questions et ne comprend pas que les facteurs liés aux gens influencent l'accès durable à la terre et qui n'intègrent pas la logique différenciée, on va se retrouver avec une pérennisation des inégalités. Et donc pour nous, cela passe par la sensibilisation, par la formation, donc le renforcement de capacités, et nous voulons que la transformation des normes sociales se fasse avec le dialogue social et aussi avec les outils qui s'inscrivent dans les processus participatifs et interactifs. Merci beaucoup à vous, Ghislain Coulibaly. Je rappelle, vous êtes sociologue expert en genre et avec vous, nous avons échangé sur la question de l'accès des femmes à la terre. Et c'est la fin de ce numéro de Ça fait l'actualité, le débat autour de la question des femmes. Et le foncier n'est pas que juridique, vous l'avez entendu avec notre invité, il touche aussi aux rapports sociaux, traditions, l'autonomisation économique des femmes. Et donc des avancées existent, mais les défis restent nombreux, l'a souligné notre invité à qui nous disons grand merci pour son éclairage. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de Ça fait l'actualité.